C'est une époque sombre, une époque sanglante, une époque de guerre. Les dieux sont cruels, et nous sommes leurs jouets. Il ne s'agit pourtant pas d'un jeu, mais d'un conflit incessant, dont le vieux monde est le trophée. Beaucoup recherchent le chemin de la victoire, mais un seul pourra en sortir victorieux. Des terres arides viennent les orques et les gobelins, une véritable marée verte de créatures brutales qu'il faut absolument arrêter. En Sylvanie, les morts s'élèvent à nouveau. Les contes vampires avancent. Les puissants royaumes des nains, que l'on croyait affaiblis, se dressent sous la bannière de leur haut roi. Au cœur du vieux monde se tient l'Empire, car le France doit prouver qu'il est digne du marteau de guerre. Enfin vient le chaos, son ombre corrompue et capricieuse, souillant tout sur son passage. Seuls les plus forts résisteront. Nous sommes en guerre. Et elle est sans fin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour mon tout premier let's play, ma toute première vidéo. Et j'ai choisi pour cette première série le jeu Total War Warhammer parce que c'est un jeu qui me plaît, c'est un jeu que je maîtrise plus ou moins et ce sera plus facile pour moi de pouvoir faire mes vidéos sur un jeu que je maîtrise au tout début. Nous allons choisir donc une nouvelle campagne, c'est parti. Voilà, quand vous arrivez ici, donc vous avez le choix avec ce qu'on appelle la grande campagne, qui est l'histoire du vieux monde, tout simplement. C'est la campagne de base. Vous avez ensuite les campagnes histoire. Les campagnes histoire sont en général des DLC. Donc vous avez des DLC dans ce jeu qui sont gratuits ou payants. Voilà, ce qui est un peu dommage, c'est ce que je reprocherais à ce jeu, qui pour moi est quand même un jeu très très abouti au niveau stratégie, diplomatie, conquête, combat sur le champ de bataille, etc. C'est vraiment très très poussé, mais vous avez ce petit côté DLC payant qui peut être un peu frustrant, on va dire, pour des joueurs, hein, surtout pour des joueurs comme nous qui sommes des acharnés, des vétérans. Tout ce que vous voulez, hein, tous les qualificatifs. Donc quand vous prenez le vieux monde, vous avez toutes les races de Warhammer qui sont pratiquement jouables, à part ces fameux DLC dont je vous parlais qui peuvent être payants. Et ça, c'est bien dommage. En attendant, nous allons prendre la grande campagne, donc le vieux monde, et c'est parti. Voilà. Une fois que vous arrivez ici, donc vous avez toutes les races et les factions des différentes races que vous pouvez jouer. Donc moi j'ai pas mal de DLC, il y en a que j'ai pas encore débloqué et que je pense ne pas débloquer parce que ce ne sont pas des races et des types de gameplay qui me plaisent. Donc vous avez les humains, vous avez les nains, vous avez les elfes, vous avez les peaux vertes, donc là vous avez par exemple les orques et là vous passez un peu sur les gobelins et autres, on va dire petites peaux vertes, qui sont quand même très très féroces. Nous avons la faction des vampires, les guerriers du chaos, qui sont les ennemis de tout le monde, les hommes bêtes et les hommes du Nord, un peu l'équivalent des vikings, hein, il faut dire ce qui est. En ce qui me concerne, je vais choisir
pour ce let's play, les Van Kerstein. Voilà, pour cette série, nous allons prendre les Van Kerstein. Pourquoi les Van Kerstein? Parce que c'est un DLC qui était payant. C'est un DLC que j'ai pas mal apprécié, que j'ai même beaucoup apprécié, et qui est tout simplement vraiment un complément au conte vampire. De par son histoire, ça nous explique un peu l'histoire originelle des vampires, puisque nous allons jouer le couple Vlad et Isabella von Kerstein, qui sont tout simplement le père et la mère des vampires, les premiers vampires au monde. Il faut savoir que quand vous jouez les contes vampires, vous allez jouer un usurpateur qui s'appelle aussi Van Kerstein, mais un usurpateur qui va tout simplement prendre leur empire pendant qu'ils étaient en sommeil. Donc nous allons commencer par ça. Il faut savoir que les Van Kerstein, comme toute faction d'ailleurs, ont des capacités plus ou moins spéciales. Ici, vous avez par exemple jusqu'à la mort, donc ce qui veut dire que Vlad et Isabella se renforcent mutuellement lors des combats. Si vous avez l'armée d'Isabella et de Vlad qui sont ensemble pour un combat, bah, tout simplement, ils vont se renforcer, ils vont être plus puissants ainsi que leur armée. Nous avons chez les vampires aussi la capacité de résurrection. Donc ça, vous le retrouvez aussi quand vous prenez la campagne vampire classique. Ce sont des unités qui peuvent être recrutées suite à des combats. Quand vous sortez d'un combat, si vous avez perdu des unités, au lieu d'aller les recruter à droite à gauche et de perdre des tours à devoir régénérer vos troupes, vous allez pouvoir faire une résurrection sur place même. Naturellement, vous ne pourrez pas invoquer tout et n'importe quoi, donc ça dépendra de la puissance des combats qu'il y aura eu sur place, ça dépendra du nombre de morts. Plus il y aura de morts, plus il y aura des combats intenses, plus vous pourrez recruter des unités puissantes en fait. Hein. Et ensuite nous avons des unités volantes et des unités de monstres et des troupes morts-vivants remplaçables. Ça c'est typique aux vampires, je dirais, c'est que contrairement à d'autres factions où vous avez des unités, on va dire, puissantes pratiquement dès le départ, sans trop exagérer, vous allez tout simplement pouvoir avoir des unités facilement remplaçables comme les morts-vivants, enfin les morts-vivants, les zombies, parce qu'on est tous des morts-vivants, mais en tout cas des zombies qui vont tout simplement au front freiner les unités adverses, qui va vous permettre de pouvoir organiser votre stratégie une fois qu'elles sont bloquées. Vous allez avoir aussi des unités volantes et des unités de monstres qui font en fait un peu la balance avec les humains, les nains et les elfes, où vous avez la possibilité d'avoir des unités de tir comme des archers, des arbalétriers et bien d'autres, et des unités de tir à distance, de gros tirs à distance, des unités d'artillerie qui sont très puissantes en général, qui font bien mal avant même que vous puissiez arriver au combat au corps à corps. Et tout ça, les vampires ne l'ont pas, mais en contrepartie, ils ont des unités différentes des autres qui vont inspirer la peur, etc. Bon bref, je vous expliquerai tout ça après. C'est parti. Nous allons prendre donc les Van Kerstein. Voilà. Ici, nous avons la possibilité de prendre soit Isabella, soit Vlad. Moi, je vais prendre Vlad. Voilà. On va y aller. Les capacités de ce chef, puisque vous avez des capacités par seigneur, qui diffèrent un petit peu apparemment. Oui, voilà, elle a des dégâts des armes pour les héros. Ça, on va voir après ce qu'il en est exactement. Moi, je vais prendre Vlad. Donc Vlad, il a quelques petits avantages, comme un accès au bâtiment unique à Drakenhof. On verra où c'est. Nous avons donc le fameux amour éternel avec des capacités d'attaque et de mêlée et de défense qui sont propres à Vlad et Isabella lorsqu'ils sont ensemble. Nous avons une portée de campagne un peu plus importante pour tous les personnages, donc ça c'est très important aussi, on verra ce que c'est. Et nous avons les unités de Vlad van Kerstein, donc son armée, qui bénéficie du déploiement de l'avant-garde. Et ça, c'est très 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 bon lorsque vous êtes en combat. Nous verrons ça plus tard. On commence la campagne, c'est parti.
l'introduction va commencer. On se retrouve tout de suite après. Gloire à vous, Vlad, premier des von Karstein. Malgré votre regain de pouvoir, votre demeure, le château Drakenhof, est occupée par ce satané Manfred. Nombreux sont ceux qui attendent de vous voir échouer. L'abjecte progéniture de Tempelhof contrôle les terres au nord, jusqu'à la rivière Styr. Il défie votre hégémonie en tant que premier des comtes vampires, et par conséquent le plus éminent. Levez les armées de morts-vivants, prenez leurs terres, et brûlez leurs cryptes pour punir leur insolence. Les hautes montagnes au sud sont infestées de nains. Vos terres ne seront jamais sûres avec un tel ennemi à proximité. Prévoyez de repousser ces nappos. La grandeur coule dans les veines des von Karstein, monseigneur. Votre grandeur. Vous seul êtes maître de Sylvanie, de toutes les créatures non mortes, et bientôt du monde entier. Donc nous y voilà. La campagne commence. Donc nous avons un objectif du chapitre. La Sylvanie l'a ressuscité. La Sylvanie est en train de péricliter. Autrefois à terre maudite, où les morts ne trouvent aucun repos, qui a inspiré la crainte, et elle est dorénavant perçue comme l'enfant bâtarde du Stirland. Maintenant que Vlad, géniteur des von Karstein, s'est rendu une fois de plus hors de ces terres, il est temps pour les vampires de s'emparer de leur royaume hanté. Donc notre objectif est occuper, piller, raser ou mettre à sac 2 colonies différentes. Donc ça devrait se faire assez rapidement pour une récompense de magie noire plus 2000. On va voir tout de suite ce que c'est que la magie noire. Donc effet en jeu, bon, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les prouesses en bataille de Vlad et Isabella augmentent lorsqu'ils se renforcent mutuellement. Qu'est-ce que c'est que la magie noire? Donc la magie noire, c'est tout simplement nos revenus. Donc par rapport à d'autres factions, pour qui c'est tout simplement de l'or, nous c'est de la magie noire, hein. Faut pas oublier que nous sommes des morts vivants, nous sommes des revenants, donc on est dans la noirceur, dans le dark. À gauche ici vous avez tout simplement ce que vous avez dans les poches, donc c'est votre trésorerie, c'est ce que vous pouvez dépenser dans un tour, le jeu se déroulant par tour. Donc nous allons voir ça très rapidement. À droite ici vous allez avoir vos revenus par tour. Donc c'est ce que vos bâtiments vont vous rapporter par tour. Donc une fois que vous avez dépensé votre argent et que vous terminez votre tour, et bien ça c'est ce que vous allez avoir en plus là-dedans. Donc il faut savoir que la trésorerie dans ce jeu est très très importante. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des villes, vous allez avoir des provinces, vous allez avoir des armées à entretenir et à développer. Donc votre argent, il va falloir la gérer sacrément bien si vous voulez pouvoir vous en sortir. Là, nous sommes donc sur la carte de campagne. Donc comme ça peut paraître un peu sommaire, mais c'est bien plus détaillé et poussé que vous ne pouvez l'imaginer. Donc elle est immense, immense cette carte. Regardez, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Ça paraît rien comme ça, mais partout, vous avez des factions. Vous avez différentes races. Donc là, par exemple, vous allez avoir les hommes du Nord. Ici, on va se retrouver avec les humains sur tout le centre de la carte. Les humains qui sont divisés en énormément de factions. Vous allez avoir tous les nains qui sont dans les montagnes, donc qui nous entourent en plus. Hein. Faut pas les oublier, ceux-là surtout. Et là, vous allez avoir les elfes. Là, vous allez retrouver des humains. Vous avez un peu de contes vampires sur la gauche. Et tout ce qui est au sud, donc dans les terres arides, hein, donc ça se compose un peu comme la carte du monde. Tout ce qui est au sud, vous allez avoir tout ce qui est peau verte, hein, les orques, les gobelins, etc. Et comme il y a des montagnes, vous allez aussi avoir des nains. Voilà. Et toutes ces factions, toutes ces races, pardon, se divisent justement en factions. Donc qui se font plus ou moins la guerre. Vous avez de la diplomatie, des contrats commerciaux à passer, enfin bon bref. Nous, en tant que vampires, ça va être très compliqué parce que tout le monde nous déteste. Donc voilà, excusez-moi, on va pas chercher plus loin, tout le monde nous déteste, on est des morts vivants, on suce le sang, enfin bon, on est vraiment très très mal placé au niveau des différentes factions. Donc comment ça se passe? Vous allez avoir vos propriétés, on va dire.
Donc on voit que vous avez des petits symboles, enfin des fanions, on va dire, qui représentent les factions. Nous, ça va être le dragon sur fond rouge. Et vous pouvez remarquer que nous avons qu'un seul petit emplacement. Donc nous commençons très mal. Et nous sommes entourés par les humains ici. Donc on a déjà 2 factions d'humains différentes. Ici nous avons des nains, puisque nous sommes dans les montagnes, donc ça va être les nains. Et au nord et à l'est, nous sommes entourés par d'autres factions vampires, dont l'usurpateur Manfred von Kerstein, qui tout simplement qui a pris le château Drakenhof, qui est normalement notre fief. Donc il en a profité de notre sommeil, on va pas éternel puisque nous sommes en vie, mais qui a profité de notre sommeil pour tout simplement prendre le pouvoir. Hein. Donc comment ça se passe? Vous allez avoir vos seigneurs sur la carte. Ici nous avons donc notre Vlad von Kerstein. Lorsque vous cliquez dessus, donc vous avez votre personnage qui se trouve à gauche avec sa saltrogne, puisqu'il a une saltrogne, il faut dire ce qui est. Et vous avez ici donc l'armée. Il faut savoir que les personnages, les seigneurs, peuvent avoir une armée ou non. Hein. C'est vous qui allez choisir si vous leur donnez une armée ou non. Et vous allez avoir après des petits personnages qui sont des héros que vous pouvez recruter. On verra comment au fur et à mesure du jeu. Je vais pas trop m'éterniser pour l'instant, je vous expliquerai plus tard. Qui eux peuvent soit être dans l'armée du seigneur, soit se déplacer sur la carte librement pour découvrir ou pour tout simplement aller mettre un peu la merde. Mettre un peu la merde, pourquoi? Parce qu'ils ont tous des capacités différentes selon le type de héros que vous allez recruter. Soit ils vont vous pourrir l'endroit en balançant de la corruption vampirique, soit en troublant l'ordre public, soit en réduisant les revenus de la province, etc. Donc comment ça se passe? Vous devez conquérir pour être de plus en plus puissant. Là, on voit, nous avons une ville en possession. Donc quand vous cliquez sur une ville, voilà, vous avez la province entière qui s'affiche. Donc la province, c'est plusieurs villes. En général, c'est 3, mais vous pouvez avoir des provinces où c'est 2 villes, ou voire même 4 pour certains endroits, comme par exemple au niveau de l'Empire, donc des humains, vous allez sur la région principale, vous allez avoir 4 villes. Sur chaque ville, vous avez la possibilité d'upgrader la ville en elle-même. Ensuite, vous avez des emplacements. Ici, par exemple, on peut voir qu'on a un emplacement qui est bloqué parce qu'il faut qu'on amène notre ville au niveau 3. Ensuite, vous avez un emplacement qui est déjà utilisé, donc on a déjà construit un bâtiment. Et vous avez ici un emplacement avec le petit marteau, qui veut dire que cet emplacement est peut-être construit et en plus est disponible. C'est-à-dire que nous n'avons rien construit dessus. Donc nous allons pouvoir développer à ce niveau-là. Ce que nous allons commencer par faire, c'est étudier un petit peu la zone. On s'aperçoit que nous n'avons que cette petite partie. D'accord? Et quand on clique sur notre ville, pour avoir la province complète, parce qu'il est important d'avoir des provinces complètes. Pourquoi? Parce que ça vous permet tout simplement d'avoir un meilleur ordre public, ça on va le voir, et de se développer et d'avoir plus facilement de revenus. Donc de magie noire, ici, en revenus par tour. Et ça, c'est très important de contrôler des provinces complètes. Sinon, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à pouvoir stabiliser la province, hein, tout simplement. Là, on voit, quand on est sur une ville, en dessous, vous avez des statistiques. Vous avez la richesse qu'elle nous procure par tour. Vous avez ici l'ordre public qui est très important. Donc l'ordre public va de 0 à 100 et en négatif de 0 à moins 100. Quand vous arrivez à moins 100, vous avez une révolte. Donc vous avez automatiquement une armée qui apparaît et qui va foutre le bordel. Hein. Voilà, elle est là pour foutre le bordel, c'est une révolte. Et donc il va falloir la combattre.
Il faut faire très attention à ça parce que ça peut vous apporter vite des problèmes. Quand l'armée devient trop grosse, si vous n'avez pas contré cette armée, elle va attaquer la ville, elle va la prendre et vous allez perdre des revenus, vous allez perdre vos bâtiments, enfin vous allez perdre tout ce que vous aviez construit, tout l'argent que vous aviez investi. Donc c'est très important. Vous avez ensuite la corruption. Donc ici on est chez les vampires, c'est de la corruption vampirique. La corruption vampirique, ça vous permet tout simplement, vous, en tant qu'armée, de pouvoir vivre sur place, ainsi que votre peuple, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que moins vous avez de corruption, plus vous avez d'ordre public qui descend. Donc ça, c'est très important à savoir. Et surtout, quand vous vous déplacez en armée, vous rentrez dans des territoires où il n'y a pas de corruption vampirique, eh bien, vos armées vont prendre des dégâts. Et quand vous venez pour conquérir et que vous prenez des dégâts et que vous arrivez pour combattre avec une armée qui est à moitié foutue, autant vous dire que ça va être très très compliqué pour vous. Donc en fait, il faut tout simplement, chez nous, développer cette corruption vampirique. Ensuite, on a la taille de la garnison. Chaque ville a la possibilité d'avoir une garnison. Cette garnison vous permet de vous défendre. Si vous avez une armée qui vous attaque et que vous n'avez vous-même pas d'armée sur place, vous avez une garnison qui permet de la défendre. Cette garnison, la taille de cette garnison, la qualité de la garnison va dépendre du niveau de votre ville et du niveau de certains bâtiments que vous construirez. Vous avez la possibilité de construire des murs, etc., qui vont vous permettre d'éviter de combattre, par exemple, à l'extérieur de la colonie, donc en plaine, et donc d'avoir des murs pour vous défendre. Voilà. Donc tout ça coûte de l'argent, tout ça demande une gestion vraiment assez complexe par rapport à ce qui se passe autour de vous avec les autres factions. Hein. Si vous êtes en guerre contre une faction collée à vous, vous avez plutôt intérêt à mettre des murs, par exemple. Vous avez intérêt à développer un peu votre ville à des niveaux supérieurs pour avoir une meilleure garnison. Donc nous allons commencer par tout simplement nous déplacer, puisque nous allons devoir prendre cette région complète. Donc il nous faut le château Tempelhof et le fort Aubestier. Voilà, qui sont contrôlés par des factions vampires différentes de la nôtre et qui, à mon avis, sont les sbires de ce cher monsieur usurpateur qui a pris notre fameux royaume. Nous avons donc ici des petits personnages. Ces petits personnages sont des agents. Là, on peut voir que ce sont des vampires. La particularité des vampires, c'est que ce sont des magiciennes. Donc, on a plusieurs types de magie. Par exemple, c'est un vampire de l'ombre. Pour celle-ci, ça va être un vampire de la mort. Et donc, par rapport à la catégorie choisie, elles vont avoir des capacités à débloquer de magie différentes. Ce sont des magies complètement à part. Voilà. Donc ce qu'on va faire, comme nous avons quand même 5000 de magie noire, on va commencer par développer notre première ville. Là, on voit qu'on est au niveau 2, ce qui nous a débloqué un emplacement supplémentaire. Pour atteindre le niveau 3, nous allons devoir atteindre un certain niveau. Là, par exemple, vous avez besoin de 2 surplus de population. On voit que quand vous cliquez sur une ville et donc qui affiche la province, vous avez ici un surplus de population. Et ici, vous avez le nombre de tours jusqu'au prochain surplus. Donc ça veut dire qu'il faut que j'attende 15 tours pour pouvoir avoir le surplus numéro 2. Et pour atteindre ici le surplus numéro... Enfin, pas le surplus, mais le grade numéro 3 pour lancer la construction, il me faut ce niveau 2. Mais 15 tours, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de booster ce surplus, étant donné qu'en plus, comme nous voulons prendre la région entière, à chaque fois, il va falloir des surplus pour pouvoir booster les autres. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier ici le menu des bâtiments. Voilà. Et ça, c'est tous les bâtiments que vous pouvez construire dans la ville. Je dis bien dans la ville, puisque par exemple, si je clique sur Tempelhof, ah bah non, mais je l'ai pas. C'est bien dommage. Mais vous avez à chaque fois cette grille. Alors, c'est pas forcément 100% pareil, puisque vous avez des endroits où vous avez des bâtiments spécifiques
qui vous permettent de pouvoir construire des choses différentes, de vous amener des bonus différents, des revenus différents. Enfin bref, c'est très 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 large. Pour chaque région, chaque province pardon, contrôlée, vous avez une capitale. Donc là on voit bien, on a quand même une ville où vous avez 6 emplacements au lieu de 4. Donc ça c'est la province. Il faut absolument quand vous prenez une région avoir au grand minimum la province. C'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir faire vos bâtiments de défense les plus puissants, avoir des bâtiments un peu spécifiques, de pouvoir mettre des garnisons plus puissantes. Ce qui fait que quand vous vous faites envahir, si vous vous faites prendre les petites villes, bon bah vous allez rager, hein, parce que mine de rien, on vous rase vos villes. Mais en attendant, vous contrôlez encore plus ou moins la province grâce à cette capitale. Et ça, c'est très important. Donc retenez-le bien. Nous, ce qu'on va faire là, c'est augmenter la croissance. J'ai besoin de croissance. Donc on voit ici que nous avons différents bâtiments qui peuvent apporter la croissance. Nous avons celui-ci qui va nous faire croissance plus 20. Celui-ci qui va nous faire... Ah bah non, c'est de l'ordre public. Donc vous oubliez ce que je viens de dire. Je me suis trompé, c'est de l'ordre public. Donc en fait, vous avez qu'un seul bâtiment qui vous permet de pouvoir faire de la croissance. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dès maintenant. Ça nous coûte 750. Et vous voyez, ça va nous prendre 2 tours à construire. Vous allez voir les tours, comment ça se passe. Hein. Et nous avons donc ce bâtiment qui est construit qui nous permet de recruter. Là, c'est des bâtiments de recrutement. Donc ça, c'est les recrutements basés sur la forêt. Donc c'est les Vergestes, les fameux Vergestes que nous avons déjà dans l'armée de Vlad. Ici, ça va être les chauves-souris et les loups funestes. À savoir que plus vous montez en niveau, plus vous avez des unités puissantes. Mais c'est pas parce que vous avez ce bâtiment que vous pouvez les construire. Parfois, il vous faut un second bâtiment pour les construire. Là, par exemple, on voit que il me faut une crypte vampire pour pouvoir les recruter. C'est-à-dire qu'il va falloir que je construise ça, plus la crypte vampire. Crypte vampire, comme vous pouvez le voir, que je n'ai pas. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas fait tous les bâtiments, mais que je n'ai pas ici. Ce qui fait qu'en fait, si je continue ma branche là, il va falloir que sur l'une des deux villes que je ne possède pas encore, je trouve cette fameuse crypte vampire pour pouvoir la construire et enfin pouvoir les recruter. Vous voyez, c'est assez poussé. Hein. On essaiera d'aller un peu plus en avant au fur et à mesure. J'essaye de tout vous expliquer, mais c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, je vais faire la croissance. Bing. Je vais prendre mes petits personnages puisque mon armée n'est vraiment pas puissante. Je vais prendre mes petits personnages et au lieu de les envoyer sur la carte, vous voyez, quand vous cliquez sur un personnage, vous avez sa capacité de déplacement. En fait, là, je pourrais l'envoyer jusqu'ici, par exemple. Et c'est pareil pour Vlad. Hein. Pour Vlad, vous avez sa capacité de déplacement. Vous voyez qu'à certains endroits, là, par exemple, sur mon curseur, j'ai juste le petit curseur qui me dit je vais pouvoir me déplacer. Mais par exemple, si je franchis ma frontière qui est ici et que je passe chez les humains, vous voyez qu'on a une petite tête de mort là qui apparaît, hein, un peu genre ouais, on est pirate. Et en fait, lorsque vous restez dessus, voilà, vous avez des informations qui apparaissent. Donc déjà, ils vous disent que pénétrer sur un territoire interdit peut avoir des répercussions diplomatiques. Ce qui veut dire que ces gens-là, avec eux, on est voisins, mais j'ai pas de contrat avec eux. Qu'est-ce qui m'autorise à passer sur leur territoire? Rien. Donc du coup, le fait de traverser, même si ça va pas déclencher la guerre, va faire en sorte qu'ils vont moins m'aimer. Parce que je suis rentré dans leur territoire sans leur consentement. Ensuite, vous allez avoir... Hop, je vais me remettre. Vous voyez, la corruption chaotique. Donc je passe pour l'instant l'histoire de l'embuscade, puisqu'on verra ça plus tard. Mais vous avez la corruption chaotique. Elle est à 5%. Mais par contre, au niveau des morts vivants, bah vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de corruption vampirique dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui fait qu'en fait, le fait de mettre mon armée là, et ben mon armée va subir de l'attrition parce qu'il manque de la corruption vampirique. Et donc, je vais perdre de la vie.
C'est un peu le vampire qui se retrouve en plein soleil, quoi. Hein. Il brûle. Bah, c'est un peu exactement pareil, sauf que ça va être sur toute mon armée et ça fait très 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 mal. Voilà, faut le savoir parce que si je veux attaquer ce monsieur, bah, si j'arrive avec une armée complètement décimée, ça va vraiment pas le faire. Voilà, donc il y a plein de subtilités comme ça. Je vais m'arrêter un peu pour la généralité. Pour la prochaine vidéo, parce que je vais m'arrêter là, je vais rentrer au fur et à mesure dans les détails en me déplaçant. Je vais vous expliquer comment ça se passe. On va plus faire du gameplay, du let's play plutôt. Puisque là, voilà, j'ai essayé de vous expliquer un peu comment ça se passait, mais il y a beaucoup de choses que je vous ai pas montré, comme la fenêtre du personnage avec ses compétences, avec la possibilité de lui mettre différents objets, différentes armures, différentes armes, tout simplement l'équiper, que ce soit votre seigneur ou que ce soit vos différents personnages indépendants, les agents hein, qu'on avait là. Tout ça, c'est vraiment très poussé. Vous avez vraiment du RPG derrière. Et je vais vous le montrer à la prochaine vidéo. Donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous donner l'envie de tout simplement suivre ce gameplay que j'ai lancé. Vous pouvez soit vous abonner, soit faire un petit pouce bleu en l'air, ça aide toujours la chaîne, surtout pour la première vidéo, il est toujours important d'en avoir un petit peu. Vous avez mes liens pour ma chaîne Twitch ou alors pour ma page Facebook qui va vous permettre soit de me suivre sur Twitch pour mes streams, soit sur Facebook pour savoir un peu ce qui se passe, les vidéos qui sont postées sur YouTube, et puis les prochains streams aussi qu'il peut y avoir, soit sur YouTube d'ailleurs, puisque je vais en faire sur YouTube, soit sur stream. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt.